Je suis située dans le Cantal plutôt nord, dans le Césalier, sur la commune de Vèze. Donc nous avons des vaches allaitantes pures, une centaine de vaches allaitantes, deux bâtiments, une stabulation qui est plutôt récente de 2011 et une stabulation qui est plutôt plus ancienne de 95. Celle de 2011, elle est assez mécanisée et facilite grandement le travail de l'éleveur. En revanche, celle de 95, il faut tout faire à la main et c'est moi qui m'en occupe. Mais je le fais volontairement pour favoriser la relation entre l'homme et l'animal, puisque quand on est au milieu des parcs, on est beaucoup plus proche des animaux et on peut ainsi créer des relations avec les animaux. Donc nous comptons à peu près 200 hectares de prairies naturelles, avec une partie sur les estives, donc ça c'est intéressant. Nous avons un sol plutôt volcanique. Nous sommes situés à 1100 mètres d'altitude pour le premier site et le deuxième site à 1250 mètres d'altitude. Nous sommes en conversion bio actuellement et la petite bête noire de l'exploitation, c'est les rats-aux-pieds qui nous ont fait perdre notre autonomie fourragère. Donc c'est quand même assez problématique. Des pathologies au niveau des vaches qui ingèrent de la terre de plus en plus. Donc voilà, c'est un petit peu la problématique. Donc mes vaches sont quand même mes sujets d'étude au quotidien, puisque bon, ma fonction de comportementaliste fait que je suis très observatrice et j'applique au quotidien mes connaissances éthologiques sur l'espèce et donc j'essaie de les diffuser au maximum auprès de mes associés, puisque je suis installée en GAEC, qui n'ont pas du tout cette formation. Et donc c'est intéressant d'avoir deux visions, comportementalistes et éleveurs, qui sont souvent des visions qui sont assez différentes, mais qui se complètent. Donc là, vous avez une illustration de mes vaches, de mon bâtiment à gauche, le bâtiment principal. Nous faisons cohabiter les espèces avec les chevaux et les vaches volontairement, pour deux raisons. Les chevaux étant très proches de l'homme, ils viennent spontanément quand on vient dans la pâture, donc ça incite le mouvement des vaches vers l'homme. Et puis pour ingérer au maximum les espèces végétales, puisque les zones de refus ne sont pas les mêmes entre les chevaux et les vaches. Donc deux raisons de cohabiter les espèces. La photo en bas à droite, elle a été prise il y a 3 ans, donc avec une espèce végétale assez diversifiée. Le paysage actuellement n'est plus du tout dans ce cas, à cause des rats-aux-pieds qui fait qu'il y a quand même une diversité alimentaire qui est plus appauvrie. Voilà. Gilles, je vous laisse vous présenter. Alors, vous voyez, ma présentation est rapide, la diapo est vide, parce qu'on n'a pas pu faire tenir ce que je voulais vous faire passer comme message. En gros, plusieurs temps dans ma vie, puisque maintenant j'ai plus de recul que Pauline sur ces sujets-là. Un premier temps, exercice libéral, où en gros je voulais simplement que vous reteniez que je me suis intéressé à toutes les pratiques alternatives de soins, depuis l'homéopathie que j'ai fait depuis 1969, parallèlement à mes études véto, en passant par l'acupuncture, l'homéopathie, la phytothérapie, la chromothérapie, la lithothérapie, etc., pour essayer de me faire une opinion sur tous ces points-là. Et je pense que c'est important parce qu'à ce moment-là, j'avais une vision plutôt thérapeutique et interventionniste. Et puis, dans un deuxième temps, saturé par toutes ces interventions, je suis passé vers un travail plutôt de recherche et de vulgarisation de ces méthodes-là, donc tout un temps de formation qui m'a beaucoup enrichi au contact des éleveurs et qui m'a permis d'appréhender la très grande diversité des élevages et des régions françaises. Il n'y a aucune région qui soit du même modèle, et c'est très intéressant parce qu'on ne peut pas généraliser un modèle à toutes les parties du territoire français. Et puis l'autre volet, qui est un petit clin d'œil, c'est le fait que au cours de ma carrière, j'ai pu présenter et publier un certain nombre de travaux, dont au total 7 publications dans des congrès européens ou mondiaux, qui sont quand même ce que l'on vise le plus souvent,
et pour lequel je n'ai eu jamais aucune entrave à ce que je pouvais faire, tout en étant toujours strictement alternatif. Parce que tout au long de ma carrière, j'ai adopté quelques grands principes généraux qui sont le premier, de pouvoir être compris par tout le monde et surtout par les conventionnels qui sont curieux de savoir ce qu'on apporte comme nouvelle information et qui doivent pouvoir comprendre quelles sont nos préoccupations et comment on chemine. Le deuxième point, c'est de n'être jamais très triomphaliste parce qu'on est toujours dans une voie de recherche. Donc, on apprend la modestie au fur et à mesure qu'on avance. Et puis, le troisième point, c'est de ne jamais être critique violemment et frontalement avec les gens qui sont dans un système conventionnel, parce que tous ceux qui ont envie de changer de méthode, il ne faut pas les rebuter. Et ça, je mets en garde tous les jeunes qui sont ici, parce que quelquefois, on a l'enthousiasme de la jeunesse et on se dit, on est les meilleurs et on va leur montrer ce qu'on sait faire. Non, tout le monde a un bout de la vérité et il faut essayer d'être tolérant au maximum. Et c'est comme ça qu'on avance. Et aujourd'hui, ma principale difficulté est de gérer les demandes qui m'arrivent pour intervenir dans telle ou telle direction, en particulier en direction des institutionnels qui ont envie de savoir et qui veulent participer et être porteurs d'un certain nombre de renseignements qu'ils ne possèdent pas. Donc, si on est trop vindicatif, si on s'impose trop, ben, on les détourne de leur objectif et la partie est perdue d'avance. Donc, je vous en prie, les jeunes, montrez de l'enthousiasme et de la passion à ce que vous faites, mais surtout, n'oubliez pas d'écouter les autres. Merci. Alors du coup, j'ai 3 questions à vous poser, Gilles et Pauline. Tout d'abord, est-ce qu'on peut donner une définition, donc ce que sont les pratiques ou approches alternatives et ce qu'on appelle approche globale? Quelle différence on entend avec ce qu'on appelle des pratiques plus conventionnelles? Et est-ce que vous pouvez nous donner une définition du terme santé? Moi, je vais commencer par la différence avec les pratiques plus conventionnelles. Donc moi, en fait, sur mon exploitation, j'ai tout de suite mis en pratique l'éthologie, qui pour moi est une discipline indispensable à l'élevage, puisqu'une observation constante du troupeau permet de connaître une espèce pour améliorer la relation homme-animal. Et forcément, des animaux plus proches permet de travailler plus en sécurité et avec plus de plaisir également. Donc l'observation quotidienne me permet d'intervenir en préventif beaucoup plus qu'en curatif. Et enfin, mon approche de comportementaliste est vraiment un réel plus sur l'exploitation. Et elle me permet de limiter les interventions et les soins traumatisants, parfois. Alors, sur la notion de santé, on va dire que ce sont des définitions concentriques. Je vais commencer par la plus simple, qui est de dire la santé, c'est un état stable qui permet à un animal spontanément, donc j'introduis déjà la notion de bien-être animal là derrière, d'assouvir ses principales demandes dans l'abreuvement, dans la nourriture, dans le repos, dans la reproduction, en vue de produire, et là je commence à passer dans le système alternatif, d'assurer une production qui se maintienne même en présence de parasites, même en présence de bactéries pathogènes, ainsi de suite. Et puis je l'agrandis dans une notion de temps en disant, et qui prennent en compte l'histoire évolutive des animaux. C'est-à-dire que je tiens beaucoup à rappeler à chaque fois dans les formations que la vache, le mouton dont on s'occupe, a une histoire qui remonte à peu près à 60 ou 100 millions d'années et que son plan d'organisation et que son mode de fonctionnement doit d'abord commencer par être compris et respecté et que cela aura des conséquences au quotidien qui seront immédiates et très précises. Par exemple, je prends un exemple simple. Si vous enregistrez bien que la Terre tourne depuis à peu près 5 milliards d'années et qu'elle en a encore pour 13 milliards d'années, vous devez faire entrer dans cette notion-là l'idée de biorhythme et l'idée que la nuit et le jour s'opposant aboutissent à des marqueurs physiologiques très importants, comme par exemple la sécrétion de mélatonine la nuit, qui va harmoniser le fonctionnement hormonal de l'animal et sa reproduction, et que donc il devient aberrant de laisser des veilleuses allumées dans les bâtiments d'élevage. Voyez, donc à chaque fois, vous avez une multitude de conséquences en prenant bien en compte cette notion d'antériorité. Et puis il y a la notion aussi de futur
quelles sont les conséquences des gestes répétés que l'on fait. Tout simplement, par exemple, la répétition de l'usage des antibiotiques aboutit nécessairement, inéluctablement à la notion d'antibiorésistance. Même chose pour les antiparasitaires, sans entrer dans les détails des impacts environnementaux. Donc il y a tout un ensemble de cercles concentriques comme ça, auxquels on ne peut pas échapper. Et aujourd'hui, je pense que l'échec principal de la médecine occidentale, c'est que c'est une médecine du présent, du moment. Et que lorsqu'elle voit apparaître un symptôme, sa première préoccupation, c'est de l'effacer, sans se préoccuper de ce qui était avant et de ce qui sera après. Et c'est ça la grande leçon, je crois, des systèmes alternatifs, c'est qu'ils ont cette notion de chronologie. Il y a une histoire de temps long avant nous, et puis, il y aura aussi une histoire de temps long après nous. Et nos actes ne sont pas anodins. Ils ont des impacts. Il faut les rattacher à l'avant et à l'après. Merci. Du coup, Pauline, toi, comment t'en es venue à cette approche? Comment tu as fait? Concrètement, comment ça se passe sur la ferme avec tes associés? Quelles pratiques tu exerces sur la ferme? Quels résultats? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Donc, mon cheminement, ça a été une formation, puisque moi, je ne suis pas issue du milieu agricole. Je suis en reconversion professionnelle, donc j'ai fait un BPREA. Puis ensuite, je me suis formée régulièrement auprès des professionnels. J'ai fait plusieurs formations avec Gilles Grosmont. D'ailleurs, j'ai bien retenu l'importance du colostrum. Et donc, se former auprès des professionnels, c'est indispensable pour être performant sur son exploitation. Ensuite, les pratiques concrètes auprès de mon exploitation, puisqu'en fait, moi, quand je suis arrivée sur l'exploitation, il y avait déjà des méthodes qui étaient mises en place avec des personnes qui travaillaient depuis plusieurs années dans l'élevage. Donc, ça n'a pas été avec l'espèce bovine que j'ai rencontré des problèmes, mais plutôt avec l'espèce humaine, qui avait du mal à comprendre que le préventif avait beaucoup de bénéfices sur la santé de l'animal, que l'observation était indispensable pour connaître son troupeau et pour créer une relation. Donc, ça a été vraiment problématique pour faire comprendre tout le protocole. Donc, j'ai évité de faire des grands discours, et c'est avec le temps, les animaux ont prouvé que ça fonctionnait. Parce que ça ne sert à rien parfois de discuter trop longtemps. Donc, c'est comme ça que j'ai mis en pratique concrètement avec mes associés. Donc, j'ai eu des résultats très positifs, puisqu'il y a quand même une grosse remise en question de la part de mon associé et des personnes retraitées qui travaillent avec nous, qui étaient les plus compliquées à convaincre. Voilà. Merci. Du coup, Gilles, quel accompagnement vous faites avec les éleveurs? Quel parcours en général ils ont? Quel parcours il faut faire pour changer de pratique, de système? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous répondre à ça? Là, on ouvre le grand chapitre de la formation. Je crois que tout est possible et que tous les changements de direction sont possibles. Il suffit simplement de ne pas cafouiller et de les prendre dans le bon ordre. Quelques grandes idées. La formation, ce n'est pas une sensibilisation. C'est-à-dire que l'idée qu'on va faire un jour une sensibilisation à l'homéopathie, le lendemain à l'acupuncture, le lendemain à l'ostéopathie, je trouve que là, c'est une perte de temps et qu'il faut travailler sur la longueur. Et faire une approche en transition, c'est un minimum de 5 ou 6 journées sur une année, voire renouvelé sur plusieurs années, afin de pouvoir se retrouver à l'aise. Parce que le but de la formation, c'est d'arriver effectivement à une vraie autonomie de l'éleveur et à une vraie sérénité. C'est surtout cette notion de sérénité. Aucune situation ne doit être critique, ne doit générer de l'angoisse. Au contraire, on doit pouvoir à chaque fois comprendre pourquoi on a abouti à ce déséquilibre et comment on peut faire pour le faire disparaître, pour revenir à un état stable. Donc, ça signifie vraiment une très grande persistance dans la notion de formation. L'autre point, c'est que très souvent, il y a un effet mode dans la formation et je voudrais bien voir comment je peux passer de certaines sommes de frais vétérinaires à rien du tout parce que je vais faire de l'homéopathie. Eh bien, écoutez, détrompez-vous. Avant de commencer pour faire de l'homéopathie, il faut revoir les fondamentaux parce que votre rôle d'éleveur, c'est d'abord un rôle d'évolution de votre technique d'élevage vers des pratiques alternatives. Et c'est là que se trouve, j'allais dire, l'efficacité de la transition. Donc,
j'ai été pendant très longtemps le spécialiste, le monsieur numéro 1 des huiles essentielles. Pendant 20 ans, j'étais le petit roi, là, et je m'amusais avec mes huiles essentielles. J'ai accepté de régresser et de ne plus parler de ce sujet-là pour me consacrer à ce qui me paraît le plus utile aujourd'hui aux éleveurs, à savoir travailler sur l'immunité, c'est-à-dire les mécanismes qui existent naturellement chez les animaux pour qu'ils puissent se défendre, en adaptant les techniques d'élevage pour y aboutir. Et à ce moment-là, quand on est arrivé à ce niveau d'équilibre, on doit pouvoir se servir très facilement de toutes les thérapeutiques alternatives qui ne sont toujours que des moyens de sollicitation ou de canalisation de la réactivité des animaux. Tant qu'on n'aura pas compris qu'il faut d'abord préparer les animaux pour ensuite les avoir dans un potentiel de réactivité suffisant, eh bien, on connaîtra des échecs, de l'irrégularité dans les succès, et donc on dira ben non, c'est pas une méthode qui est fiable. Toutes les méthodes sont fiables, il suffit simplement d'avoir des animaux qui soient capables de réagir dans le cadre qu'on va leur définir et dans ces modalités de réaction qu'on attend d'eux. Donc voilà, à peu près là-dessus. Je dois dire que les éleveurs ont une part très importante dans les formations, dans la mesure où ils savent s'approprier ce que l'on leur dit. Et on a fait cette année, avec la DR 42, une expérience qui a été particulièrement intéressante, où on a eu cette possibilité de faire des prestations rattachées, qui était le moyen d'aller dans chaque ferme pour pouvoir contrôler ce que l'éleveur avait retenu des formations et quel était le plan qu'il se proposait de mettre en place pour faire évoluer sa méthode. Et là, j'ai été très surpris de voir comment les éleveurs se sont appropriés ce dispositif-là, qui a été un vrai succès, qu'on espère bien renouveler encore. Et là, je remercierai les représentants de Vivea que j'ai cru apercevoir et qui nous ont permis de faire cette expérience. Il faut que la formation ne reste pas dans un cadre figé et institutionnel, il faut qu'elle évolue vers d'autres pratiques. C'est une des modalités. J'ai encore une minute ? Merci. Je voudrais aussi signaler que c'est une des modalités, mais j'ai pu explorer aussi l'idée que les éleveurs se prennent en main pour compléter. Par exemple, aujourd'hui, je fais une formation avec les producteurs de Saint-Nectaire fermiers dans le parc des Volcans. C'est le syndicat du Saint-Nectaire qui a complété la formation Vivea avec en payant des analyses complémentaires pour mieux connaître l'état de santé des animaux, en payant mes visites d'élevage que j'ai fait en complément. Donc, il y a à réunir dans les formations des acteurs d'horizons différents, des financements d'horizons différents, de façon à aller jusqu'au bout et ne pas rester un survol très superficiel qui ne sert à rien et qui a été très longtemps le mode sur lequel on a pratiqué la formation. Enfin, c'est un avis qui est très personnel. Et j'arrête là mon commentaire. C'est déjà très bien. C'est vrai qu'il a bien répondu. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je rajouterai juste le fait qu'il dit, Gilles parle que la santé de son troupeau, c'est au quotidien et c'est un travail à long terme. Et je rajouterai que la relation avec un animal, c'est exactement pareil. Il y a des éleveurs qui me contactent et qui me disent j'aimerais avoir des animaux proches. Et ils pensent qu'en 48 heures, c'est faisable. Non, une relation, on passe de l'interaction à la relation. Et c'est une succession d'interactions positives qu'on met en place au quotidien par des gestes pratiques. On a avec les membres de son troupeau, des jeunes, des vieux, peu importe l'âge des animaux. Donc, et une relation, ça se crée, ça se construit et on prend du plaisir à l'entretenir. Ce que je remarque souvent dans les formations que je propose, c'est qu'on a perdu le plaisir de travailler avec les animaux parce qu'on a beaucoup de travail et on néglige cette partie, alors que ça joue directement sur la santé de l'animal, puisqu'un animal qui est stressé à la vue de l'homme va être moins productif sur la quantité de lait, sur la qualité de sa viande. Donc on a tout intérêt à être proche de nos animaux et de nous faire apprécier par les animaux. Juste 2 chiffres. Oui. Pour la transition, l'idée que comment je peux passer d'un système à un autre. Si vous voulez aller vers une immunité performante, c'est un délai à peu près de 6 mois, avec un peu de persévérance. Pour savoir gérer le pâturage correctement, c'est un apprentissage d'une dizaine d'années. Vous voyez, donc tout ne se fait pas à la même vitesse, et je mesure bien que quelquefois, il est facile de donner un conseil, mais que pour le mettre en pratique, il faut du temps. Pour ce qui est de la santé animale, non, je reviens sur l'idée qu'en 6 mois, on peut beaucoup changer les choses et devenir très autonome vis-à-vis du parasitisme ou d'autres pathologies.
Du coup, ça amène la question suivante. Comment se réapproprier la santé du troupeau? Donc, ça se passe vraiment en amont, à ce que j'ai compris. Oui, là, c'est fondamental. Il faut un peu couper le cordon ombilical en disant est-ce que l'idée de faire chaque année un antiparasitaire polyvalent systématiquement est une bonne idée? Non, c'est ce qu'il y a de plus absurde, quoi. Vous avez là derrière une multitude de fautes accumulées. Et par contre, dire je ne ferai plus d'antiparasitaire, c'est aussi absurde. Et ça doit passer par une connaissance beaucoup plus précise de ces pratiques et de l'état, par exemple, des animaux. Sont-ils vraiment capables, performants? Donc ça, c'est la note d'état corporel. La note d'état corporel, vous savez, c'est quelque chose de très simple qui rebute beaucoup les éleveurs et pour lequel j'estime qu'il y aurait des formations destinées à cet enseignement de la note d'état corporel qui correspond à chaque fois à une variation en fonction d'un état physiologique particulier. Donc voilà, des outils très simples qu'il faut essayer de remettre en place. Comme si je finis avec mon histoire du parasitisme, il est nécessaire de faire des copros pour savoir quelle est la nature du parasitisme, son niveau de manifestation dans un élevage. Donc on a comme différence d'approche, c'est qu'autrefois on nous faisait un schéma conventionnel qui était très strict et pour lequel il y avait des échéances régulières, des pratiques à avoir. Aujourd'hui, ce que l'on doit faire en alternatif, c'est savoir observer et puis savoir se renseigner. On est dans des élevages qui sont beaucoup plus précis, qui demandent un peu plus de technicité, d'observation. Et à ce moment-là, on va prendre juste le petit moyen de correction qui est très souvent absolument réduit et qui suffit pour maintenir l'équilibre. Merci. Du coup, Pauline, toi, comment tu as amorcé la transition? Quel parcours tu as eu pour cette transition? Et aujourd'hui, quelle place arrives-tu à donner aux vétérinaires sur la ferme? Et quelle est ta part d'autonomie sur les soins à tes animaux? Nous, on fait appel à nos vétérinaires, ce sont de véritables conseillers. En revanche, sur notre secteur, ils ont peu de demandes sur le bio en fait et sur les médecines alternatives. Donc forcément, les premiers traitements qu'ils vont donner, ça va être des traitements allopathiques. Et donc nous qui sommes en bio et qui essayons de se diversifier dans les soins, forcément, on n'aura pas toujours un conseil bio de la part de notre vétérinaire. Donc c'est pour ça qu'on se forme au maximum, mon associé et moi, pour être autonome au maximum. En revanche, on fera quand même appel à eux pour une intervention chirurgicale. Notamment, on a eu une éventration à cause d'une corne. Donc voilà, la mamelle était ouverte sur plusieurs centimètres. Il a fallu faire appel au vétérinaire. Mais c'est vrai que tout le reste, on essaie de le faire nous-mêmes. Je me forme à l'ostéopathie. Je me forme de plus en plus à des méthodes manuelles pour soigner nos vaches. Donc voilà pour notre approche. Donc c'est vrai qu'il y a des limites, il faut que chacun garde sa place et le respecte, c'est-à-dire le vétérinaire est présent et est toujours un bon conseiller, donc il faut pas hésiter à faire appel à eux. En tout cas, c'est ce qu'on fait nous. Et puis quand même, moi je garde en majorité le conseil l'entraide avec avec les voisins, les autres éleveurs, puisqu'en fait les éleveurs sont quand même des hommes de terrain qui pratiquent au quotidien des soins avec leurs animaux. Donc ça va être quand même un retour très, très rapide de la part de nos voisins et des éleveurs. Donc l'entraide au sein des exploitations a quand même un rôle important sur notre ferme. Gilles, une réponse à apporter? Oui, quelques réflexions un peu dans toutes les directions. Lorsque j'étais véto, pendant 30 ans, le médicament a représenté 18% de mon chiffre d'affaires global. Aujourd'hui, chez mes confrères au niveau national, le médicament représente 68% du chiffre d'affaires. Donc, il faut essayer de comprendre cette évolution qui a été quand même très rapide. Deuxième type de réflexion, les vétos ne sont pas formés au système alternatif. Et même quand on approche... Alors, il y avait dans la première partie une question, différence entre approche alternative et approche globale. Ce n'est pas du tout la même chose. Une approche globale peut aboutir à des réponses conventionnelles.
Alors que dans une approche alternative, on pense toujours à des alternatives thérapeutiques. Là encore, la définition est incomplète, et donc peut-être qu'il faut parler d'une approche globale alternative. Et là, on aura peut-être les deux facettes de ce système-là. Je pense que ce serait trop long de rentrer dans les détails. J'essaierai peut-être de répondre aux questions, parce que là, ce sujet est un sujet très... Ah, si, peut-être une recommandation. Lorsque vous abordez la santé de vos animaux à titre curatif, avec un système alternatif, surtout ne le faites pas figurer sur votre cahier d'élevage, sur votre livre sanitaire, parce que c'est illégal. Aujourd'hui, n'est légal que l'usage du médicament avec son AMM, sa prescription, son ordonnance qu'il faut accorder pendant 5 ans, ses délais d'attente. Et donc, ne cherchez pas, mais par contre, je vous encourage à prendre des notes sur un cahier parallèle pour mesurer l'efficacité des initiatives que vous avez prises, parce que là, vous aurez peut-être des réponses en disant « oui, je me suis planté, j'avais une vache à mamite, quand je regarde le bilan, c'est pas tout à fait ça, donc je revois mon protocole ». Vous voyez, donc ça, c'est important. Et là, on est tout le temps en pleine contradiction, à savoir le plan éco-antibio dit « on arrête les frais en antibiotiques », et là, on nous prépare l'idée qu'il faudra aussi se modérer sur les antiparasitaires, et on nous dit « il faut favoriser les systèmes alternatifs ». Et quand vous allez sur les systèmes alternatifs, qu'est-ce qu'on nous propose? Uniquement la gestion de la santé par une multiplication de la vaccination, ce qui est la même aberration que la multiplication de l'usage des antibiotiques. Donc tous les autres systèmes alternatifs sont conseillés, mais illégaux. Donc je ne vois pas comment on va pouvoir se sortir de cette impasse-là, qui est une vraie question. Quel est le statut aujourd'hui des huiles essentielles? Comment ce statut va-t-il évoluer? Je fais partie du groupe santé animale au niveau de l'ITAB, l'Institut technique de l'agriculture biologique, et il y a une réflexion réelle, une discussion engagée depuis plusieurs années. Ça fait 3 ans, 4 ans même, je crois, qu'on est sur le sujet. On n'est pas prêt d'aboutir et les choses n'avancent pas parce qu'il y a du lobbying un peu dans tous les sens. Et que rien, on ne voudrait pas que les choses changent. Une dernière remarque, je suis trop bavard, mais c'est l'idée du délai d'attente. Le délai d'attente, c'est une sécurité en direction du consommateur. C'est un sujet qui est en train d'évoluer. Et vous avez tous, dans votre phase de vie conventionnelle, utilisé des produits sans délai d'attente, qui, comme ça, miraculeusement, aujourd'hui, ont des délais d'attente de 7 jours en conventionnel, 14 en bio. Et on voit bien que le délai d'attente est un délai purement arbitraire qui prend en compte des intérêts économiques derrière et pas du tout, pour le moment, l'impact sur la santé humaine, par exemple, ou animale. Donc, vous voyez qu'on est loin du compte et qu'on est, aujourd'hui, je considère qu'on est à peu près au Moyen-Âge de la santé animale. Donc, on a du progrès à faire pour avoir quelque chose qui soit tout à fait cohérent et acceptable par tous. Merci. Du coup, alors merci tous les deux. Du coup, je reprends la main pour une petite minute. Au cours de ce projet agriculture durable de moyenne montagne, et au vu de retours d'expérience de plusieurs paysans qu'on avait, on a trouvé ça intéressant de capitaliser justement toutes ces expériences. Et va bientôt sortir donc un recueil d'expériences de pratiques vétérinaires alternatives, donc allant au développement de l'immunité, à l'utilisation de l'argile pour soigner des animaux, enfin voilà, assez varié. Du coup, par contre, donc c'est bien un livre de recueil d'expériences permettant des échanges, voilà, mais ce n'est pas un livre de recettes où on propose des recettes toutes faites d'huile essentielle à utiliser, par exemple. Donc là, vous avez une photo des chiffres tels qu'elles devraient se présenter. Donc en gros, ce sont des fiches avec des entrées symptômes. On a réussi à avoir 56 témoignages d'agriculteurs. Comme je le disais, ça a abordé tout ce qui est prévention des maladies, immunité et pratiques curatives alternatives. Donc ce travail a été réalisé avec la participation de certains vétérinaires et comme je le disais, est vraiment né d'une grande volonté des paysans à partager justement leurs petites astuces. Voilà. Donc le recueil devrait ressortir au mois d'avril et sera disponible en contactant les différents partenaires ADMM. Voilà, merci.